Dans le podcast de cette semaine, on discute avec Thomas Dupont, auteur de jeux et créateur notamment de la gamme Cartaventura. The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara, on se retrouve pour une nouvelle émission et ce sera une interview et je suis en compagnie de Thomas Dupont. Salut Thomas. Salut Paul Gara, bonjour à tous. Comment vas-tu ? Très bien. Bon, on est à domicile puisqu'on est à Rennes. Oui. Voilà. Nous sommes la veille du festival Rennes en jeu quand nous enregistrons. Donc on le disait un peu en plaisantant, tu joues à domicile, Oui, c'est vraiment un cadre que tu connais très bien. Oui. Je connais la plupart des joueurs, enfin pas tout le monde évidemment, mais je recroise les mêmes personnes sans arrêt, donc oui, c'est clairement, je suis à domicile, c'est ça comme tu dis. Ouais. On en reparlera un petit peu parce que tu fais partie du Graal, qui est donc le collectif d'auteurs donc c'est Gang. Le gang rennais des auteurs ludiques. Ok, voilà. Et on va voir que ça a eu de l'importance aussi dans que tu sois devenu auteur, beaucoup d'importance. Complètement. Donc on va revenir sur l'importance du Graal, forcément qui est aussi très présent dans le cadre du festival. Ouais. Pour commencer, comme à l'accoutumée, on va revenir un peu sur ton profil de joueur, comment tu as découvert le jeu de société. Moi, j'ai compris des interviews que j'ai lues de toi que tu n'avais pas eu un jour une révélation, mais que tu avais toujours joué, même enfant, à des jeux peut-être plus mass market, et que ça avait été une évolution assez progressive et naturelle. Ouais, tout à fait. Oui, j'ai toujours joué. Je fais partie d'une famille assez joueuse, donc dès petit, je jouais à un peu tous les jeux, effectivement, des jeux un peu plus mass market quand j'étais plus jeune. Mais rapidement des jeux un peu plus modernes, on va dire, notamment parce que j'ai la chance j'ai toujours une tante qui est prof d'allemand et qui fait beaucoup de voyages en Allemagne et qui est très joueuse et du coup qui nous ramenait des jeux qui ne sont pas encore sortis en France. Et elle te traduisait les règles ? Et oui, elle traduisait ou elle nous trouvait une version traduite et donc j'ai pu jouer à quelques jeux avant qu'ils arrivent en France, effectivement. Elle allait à Essen déjà ou... Je sais pas si ça ne lui a jamais demandé. Ouais. Non, je pense en boutique. En boutique. Je sais pas du tout. Ouais, effectivement, oui, parce que on a du mal à se le dire, mais tous les jeux n'étaient pas forcément localisés, donc fallait accepter parfois de jouer avec des versions effectivement allemandes des jeux et qui étaient francisées. Oui, je me souviens, j'ai notamment joué à Lost Cities avant que ça arrive en France. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc les cités perdues, le jeu de Rainer Knizia qui est de 99 quand même. Ouais, je sais plus. Ouais, et du coup, ma boîte, c'était marqué Lost Cities. Oui. Et alors c'est marrant parce que c'est drôle que tu dis ça parce que on a fait une émission avec Pénélope, un archéologue, il y a pas longtemps. Et je disais, pourquoi ils ont appelé ça Lost Cities ? Parce qu'en français, ça s'est longtemps appelé les cités perdues. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'en fait, Lost Cities, c'était le nom de la boîte, en allemand. Et c'était pas Verschloren quelque chose. C'est vrai que je me suis jamais... Oui. Ouais, c'est drôle. Enfin, c'est... Ouais, moi j'étais persuadée ils avaient anglicisé le nom dans la nouvelle édition de... Ouais, c'est marrant qu'il n'y ait pas eu un nom allemand. Donc tu avais des versions allemandes de jeux. Et je crois que tu disais aussi que tu avais joué au jeu de pli. Ça, c'est souvent quand on a des familles une famille de joueurs joueuses, etc. Et petit à petit, effectivement, j'ai continué à découvrir un peu plus de jeux, notamment à la fac avec tous les potes. On est tombé pas mal dans les loups-garous et compagnie, les corsards, un paquet de jeux comme ça. Donc petit à petit. Et du jeu de rôle ou pas du tout ? Très très peu, un tout petit peu au lycée, encore un petit peu, un peu plus récemment avec le jeu de Tony Chanclot par exemple, ou des jeux comme ça. Mais non, pas trop, non, je suis passé un petit peu à côté de ça. Ouais, c'était pas ça, pas dans ton groupe en fait. C'est ça, c'est dans mon groupe. C'est un hasard de groupe en fait qui fait souvent qu'on plonge plus dans la... Quand j'ai joué, j'ai apprécié, donc j'aurais pu tomber là-dedans, mais non. Un peu plus Magic par exemple. Ouais, Magic ça t'avait un petit peu plus au lycée, pas mal. Ouais. Et tu dis qu'ensuite, peut-être ce qui a été quand même un jeu marquant, ça a été Mr. Jack ? Oui, il y a eu Mr. Jack, il y a eu une époque, 2-3 jeux comme ça, Mr. Jack, il y a eu Cyclade, il y a eu Pandémie, il y a eu un petit moment comme ça où j'ai fait un peu plus découverte des jeux vraiment récents, vraiment modernes. On est fin des années 2000 en gros ? Oui, c'est ça, c'est ça, 2008, 2010, c'est ça à peu près, 2008 je crois, oui. Et donc c'est à moi à ce moment-là, et à ce moment-là tu travailles déjà ou tu es encore étudiant ? J'ai commencé à travailler en 2010. Oui, donc ça, c'est un peu concomitant. Oui, tout à fait. Et donc, toi, tu fais des études d'informatique, j'imagine ? Ouais. Puisque à la base, c'était développeur d'applications mobiles. Ouais, c'est ça. Et donc, quelque part, c'était déjà des applications mobiles qui avaient une vocation ludique ou pas forcément ? Alors, pas forcément. J'en ai fait soit sur le perso, soit j'ai travaillé dans une petite boîte qui faisait du jeu mobile. Ok. Pas très longtemps. Donc non, c'était des applications pour un peu tout et n'importe quoi, des
des grands clients, comme des opérateurs téléphoniques ou des choses comme ça, un peu de tout. Ouais. Mais du coup, tu disais que tu avais quand même essayé de développer des applications de jeux. Tu avais déjà des petites connaissances en game design à ce moment-là ou pas du tout? Parce que c'est vrai qu'il y a quand même des similitudes entre game design, jeux de société et jeux vidéo. Il y a quand même dans les théories en tout cas. Je pense tout ce qui est le fait de la gratification, c'est des choses qu'on retrouve, des notions qu'on retrouve, le fait que de procurer des sensations agréables pour les joueurs et joueuses et qu'ils aient envie d'y revenir. C'était des choses que tu connaissais un peu côté jeux quand tu faisais des applications ludiques? Un petit peu, mais alors j'ai pas fait d'études à ce sujet, mais un petit peu. Et puis oui, je faisais donc des jeux en application, mais même des jeux physiques. Quand j'étais beaucoup plus jeune, je m'amusais à créer des jeux, soit des jeux de cartes style Pokémon, soit des petits jeux de plateau, des jeux de plusieurs choses comme ça. Donc j'ai toujours un petit peu créé, mais plus pour moi que pour les autres. Ok, et j'avais compris que c'était dans le cadre de ton travail de développeur que tu avais pris contact avec le Graal au tout début, c'est vrai? Non, c'est pas ça. Alors j'ai mal lu. Mince. Ou alors je m'étais mal exprimé. Non, là j'ai fait un jeu, donc effectivement sur application mobile, donc j'avais fait un jeu, mais là pour moi, je m'étais amusé à créer un jeu, donc un jeu vidéo, mais qui avait un style de jeu qui fonctionnait, qui était proche de jeux de plateau, de jeux de cartes, de jeux de figurines, etc. Et donc, effectivement, j'étais déjà client de l'heure du jeu, un des 2 bars à jeux de Rennes, qui m'avait mis en contact avec le Graal, donc j'ai été voir. Et je leur ai présenté, et ils m'ont dit, on fait pas du tout de jeux vidéo, qu'est-ce que tu viens faire là? Que fais-tu là? Non, ils m'ont quand même donné des retours, mais j'ai bien aimé l'ambiance, donc je suis revenu 1 ou 2 fois, comme ça, et puis j'ai continué à revenir, en fait, j'y vais toutes les semaines depuis 12 ans maintenant. Depuis 12 ans maintenant, C'est ça, si je dis pas de bêtises, c'est à peu près ça, Et c'est alors, c'est à force de venir qu'à un moment tu t'es dit, peut-être on peut maintenant soumettre aussi Oui, ça m'a donné envie clairement d'essayer d'autres choses, au début, je revenais, mais juste pour mon application, pour mon jeu vidéo, que j'aurais remontré 3-4 fois avec quelques retours, etc. Et puis petit à petit, je jouais à leurs prototypes, et petit à petit, j'ai eu envie aussi de tester, de faire des prototypes. Et je me suis pris au jeu. Donc effectivement, comme tu dis en intro, sans le Graal, je serais sûrement jamais devenu auteur de jeu. Ouais, c'est vraiment le côté collectif. C'est le contexte, c'est les personnes, oui, clairement. Et c'est les premiers prototypes, c'est dur ou pas d'avoir les... en fait, souvent, on dit que souvent, il faut accepter que on se crache, quoi. Ouais. La chance que j'ai eue, du coup, c'est d'avoir rencontré le Graal la première fois sans un prototype de jeu physique et d'être venu plusieurs fois et du coup de voir les retours qu'il faisait aux autres. D'accord. Et du coup d'être prêt à avoir ces retours le jour où j'ai ramené mon premier prototype physique. Oui, donc prêt psychologiquement, parce que tu savais ce qui pouvait t'attendre. Tout à fait. C'est combien à peu près de personnes qui viennent? C'est les mercredis soirs, c'est ça? C'est tous les mercredis soirs, dans un des 2 bars à jeux, on alterne. Et combien de personnes? Alors, on est généralement entre 8 et 10 toutes les semaines. Par contre, pas toujours les mêmes. En tout, je sais pas combien on est. 20, 25, peut-être 30, je sais pas. Le premier prototype que tu leur as présenté, tu t'en rappelles bien ou est-ce que tu l'as réutilisé après? Ou est-ce qu'il y a des choses dont tu t'es resservi? Le tout premier prototype... le tout premier prototype, c'est redevenu après un jeu qui a été publié chez Blam, qui s'appelle Dunaya. D'accord. Mais alors pas sous la même forme, il y a eu des changements, mais c'était le cœur de mécanique, c'était ça. En fait, l'idée, c'était en allant à force de fréquenter le Graal, tu cogitais sur des idées mécaniques où il y avait déjà des choses, comme tu disais que tu avais déjà des idées plus jeune, enfant, non, c'est des choses que tu as extraites de ta mémoire ou Je pense pas. Là, c'est vraiment à force de venir et de voir les réflexions, de voir les façons de penser, les façons de créer des autres personnes que je me suis pris au jeu et que j'ai testé. Je pense qu'au début, j'ai dû voir des jeux que j'aimais où je voyais des défauts et du coup essayer de faire des variations là-dessus. Et petit à petit, proposer d'autres choses moi-même, plus des créations. Après, je sais pas si c'est quelque chose qui revient d'un autre projet que j'avais plus jeune, je pense pas. Je pense pas du tout. En tout cas, c'est pas conscientisé. Est-ce que ça correspond aussi pour toi le début de l'autorat avec aussi un moment où tu joues beaucoup à beaucoup de jeux? Et parce que parfois ça peut, il y a des auteurs et autrices qui disent qu'ils vont jouer à beaucoup de jeux
parce que ça leur donne une ouverture sur plein de mécaniques, plein de choses, voir ce qui va pas. Enfin, il y en a qui vont vouloir faire corriger quelque chose qu'ils ont aimé dans un jeu mais qui fonctionne pas parfaitement. Il y a d'autres personnes qui aiment pas trop. Enfin, d'autres personnes. En général, on dira Rainer Knizia, hein, c'est souvent le grand exemple, qui dit qu'il ne joue à aucun autre jeu que le sien. Il y en a 2-3 comme ça, effectivement. Ouais, tu vois, il y a quelques noms comme ça. Et, toi, est-ce que ça correspond dans des souvenirs à une période de comment dire, un peu de boulimie de découverte des jeux de société? Oui, clairement, ouais. C'est la période, en fait, c'est la période où l'heure du jeu, donc le bar à jeux historique de Rennes a ouvert, donc en 2012, si je dis pas de bêtises. C'est fou, tout était bien aligné, quoi. Ouais, oui, c'est ça. Effectivement, j'ai commencé à jouer avec des jeux plus modernes, effectivement, aux alentours de 2010, peut-être 2008, par là. Et l'heure du jeu ouvre en 2012 et j'y vais dès la première soirée. La première ouverture, j'y suis, je m'en souviens, il y a même une photo avec la première partie de Loup-Garou, animée par Tony Chanclot, déjà lui. Et du coup, l'ambiance était chouette, j'y suis retourné avec plusieurs amis très régulièrement. Et c'est eux qui m'ont mis en contact avec le Graal. Mais du coup, j'y allais très régulièrement. Je suis devenu assez proche, voire très proche des patrons, de Laurent Buzon, de Xavier Béret, etc. On a fait des festivals ensemble, on a fait des vacances ensemble, donc la découverte de beaucoup de jeux à cette époque-là a clairement joué, bien sûr. Ouais. Et pour toi, dans ton travail de création, on va reparler après plus de tes jeux, bien sûr. Pour toi, c'est important de se nourrir tu dirais que ça t'inspire les jeux auxquels tu joues ou pas, ou c'est plutôt des choses que tu mets dans ta tête un peu en disant il y a ce genre-là qui existe déjà, je vais pas refaire la même chose? Ou au contraire, tu vas te dire ça me plaît bien, j'aimerais explorer un peu cette mécanique ou cette idée Pour moi, c'est important de savoir ce qui existe, de savoir ce qui sort, de me tenir un peu au courant. Pour deux raisons. Déjà, effectivement, ça peut clairement m'inspirer. Ça peut, quand je vois un jeu qui sort et que je vois quelque chose que moi j'aurais fait différemment, non pas forcément mieux, mais plus à mes goûts, ça me donne envie de tester des variations et de fil en aiguille amener à peut-être un jeu complètement différent, mais ça inspire ça. Et pour moi, c'est clairement important aussi pour se tenir au courant et ne pas faire la même chose. Parce qu'il y a c'est très facile d'avoir une idée qui est très proche d'un autre jeu qui sort en même temps. C'est le hasard, c'est dans l'air du temps, etc. Ouais. Et si on ne se tient pas au courant, on va bosser plusieurs mois, voire plusieurs années sur un jeu pour au final se le voir jeter parce qu'il existe déjà. Donc c'est important de se tenir au courant pour ça. Pour moi, après, je comprends les avis de Rainer Knizia, de Fred Henry, qui ne jouent à rien d'autre, mais... Oui. Mais c'est pas forcément ce que... comme ça, non. Puis après, peut-être aussi, Rainer Knizia, c'est Rainer Knizia. Je pense que... Il y a peut-être ça aussi. Lui, je pense qu'il peut peut-être se permettre de faire... Même quand déjà, il reprend beaucoup de ses propres jeux, de toute façon, d'un jeu à l'autre. Oui, il réutilise plusieurs mécaniques différemment. Souvent des choses, on retrouve des... un peu à l'extrême chacune de ces mécaniques. Ouais, voilà, c'est ça. Mais, et j'ai lu aussi que tu disais que toi, fallait que tu faisais toujours des jeux qui te plaisaient en tant que joueur, qui correspondent à tes attentes. Ouais. Parce que pour avoir discuté avec certains auteurs, alors ils disent pas qu'ils créent des jeux qui leur plaisent pas, mais ils disent bien qu'ils n'ont pas les mêmes attentes en tant que joueurs par rapport à quand ils font un jeu. Et notamment, c'est assez drôle, c'est souvent sur la question de l'équilibrage. J'ai eu plusieurs auteurs qui m'ont dit que eux, ils adorent en tant que joueurs qu'un jeu soit pas équilibré, mais que par contre, quand ils font les jeux, il faut que ce soit équilibré parce que c'est les attentes des joueurs et joueuses. Est-ce que toi, tu veux vraiment faire des choses qui te plaisent, qui sont Ouais. Je continue à vouloir faire que des choses qui me plaisent. Ouais. Et pendant longtemps, c'était facile parce que je travaillais toujours que tout seul. J'ai jamais fait de jeu en coautorable pendant très longtemps. Et depuis 2-3 ans, je m'y mets beaucoup plus. Et du coup, des fois, mes attentes sont pas exactement les mêmes que l'autre, que le co-auteur. Mais au contraire, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça nous force à trouver un terrain d'entente et ça nous force à pousser le jeu dans ses retranchements et utiliser que la partie la plus pure à mi-chemin entre nous deux. Et du coup, ça nous force à travailler différemment. C'est le compromis C'est clairement le compromis. Le compromis, mais qui est bénéfique finalement. Oui, c'est ça. Mais non, moi je continue à faire que des jeux qui me plaisent, mais parce que je pense que je ne saurais pas faire autrement. C'est surtout pour ça. Parce que j'ai peur de me lasser si j'aime pas mon jeu. Et je sais que quand on crée un jeu, il faut en faire des dizaines, des centaines de parties, le faire jouer à plein de gens, vouloir le porter, etc. Oui. Et si on n'y croit qu'à moitié, je saurais pas faire en fait. Oui, si t'as pas ton enthousiasme réel pour le jeu, oui, tu te verrais pas forcément faire des jeux de commande ou
Si c'est pas le style de jeu genre je sais pas, je crois que tu fais pas trop de party game, ce que j'ai vu dans ta ludographie, tu te verrais pas créer des jeux comme ça. Et puis je saurais pas faire en fait. Enfin, et sûrement parce que je suis pas trop client, un petit peu, mais pas plus que ça, donc je saurais pas faire. Et des jeux de commande, si c'est des jeux qui me plaisent, des jeux un petit peu initiés, pourquoi pas, avec plaisir, mais j'en ai déjà fait un petit peu, mais si ça sort un peu de mes goûts, c'est compliqué, je pense. C'est compliqué de Après, peut-être qu'il faut que j'essaye un peu plus. C'est peut-être juste par confort que j'ai jamais essayé. Parfois, on dit aussi que la contrainte, elle te force par contre, ça, oui. que le fait d'avoir une contrainte, parfois... Ça j'y crois énormément et je travaille beaucoup à la contrainte. Okay. On pourra en reparler si on parle des jeux du festival de Rennes en jeu. Mais je travaille vraiment à la contrainte et j'aime bien me mettre des contraintes fortes. Et pour moi, c'est moteur. Ouais. Par contre, je reste client, je reste à aimer les jeux que je fais. Et ça, je ne sais pas faire autrement. Ouais. Et ton type de jeu préféré, enfin toi en tant que joueur Initié léger. Initié léger un type de jeu qui n'existe pas, qui est entre deux cases, entre le familial et le initié. Tu veux qu'on crée des nouvelles catégories, c'est ça? Oui. Non, mais à chaque fois que je présente mes prototypes à des éditeurs, je pense à quelques éditeurs précis, à chaque fois ils me disent je sais que tu as fait un jeu entre familial et initié. Ça n'existe pas. C'est pas grave. Et si tu as ton jeu préféré ever, t'en as un? Ça, je sais. Ce genre de questions, c'est toujours compliqué. Ouais. Ça dépend changer, des moments, en fait. Ouais. Ça dépend des moments et des personnes avec qui je joue, donc je saurais pas. Il y a eu une période où Paléo m'a mis une grande claque quand il est sorti. J'ai vraiment beaucoup apprécié, je continue à apprécier ce jeu, mais il y a des moments où c'est d'autres choses. Je sais pas, cette année, il y a eu Toy Battle, évidemment. Agent Avenue m'a mis aussi une petite claque. Niveau épure du jeu, je trouve ça vraiment chouette. Mais un jeu préféré de tous les temps, je saurais pas dire. Ça change en fait. En général, en fait, moi je sais que je reste toujours sur le même, mais c'est lequel le tien? Moi, c'est Grand Austria Hotel dessus. Oui. Okay. Mais de toute façon, maintenant j'ai dit que je ne changerai jamais, donc je ne peux plus changer. Mais dans le style jeu à l'allemande en fait, parce qu'après on pourrait dire c'est dur de comparer des. Il y a aussi ça parfois, c'est un peu compliqué de comparer, je sais pas moi, un jeu d'enquête. Avec un jeu type jeu à l'allemande, jeu de gestion, c'est un peu. Par moment, on a un peu l'impression que c'est incomparable en fait en termes d'émotion, de sensation. Tout à fait, On parlait tout à l'heure, tu parlais de Dunaya qui était un de tes premiers jeux signés, mais je pense que le premier qui est sorti officiellement, c'est Codex Naturalis chez Bombix. Ouais. Donc j'imagine que tu les avais rencontrés aussi parce qu'ils sont en Bretagne. Oui. Je ne les ai pas rencontrés parce qu'ils étaient en Bretagne. Non, il n'y avait pas de lien particulier, de facilité. Non, parce que je pense que la première fois c'était à Cannes. Ah oui, donc bravo. Non, et puis même on se voit plus souvent à Cannes ou à Essen que. Ah, c'est marrant. Ça arrive qu'on se voit un petit peu, mais pas plus que ça, non. Et donc Dunaya, il y en avait un autre, celui qui était signé chez Sidon, c'est Rush Out. Out, mais qui était que tu avais créé avant, mais Codex sort en premier. Oui, ça. Ouais. Le hasard des calendriers, oui, c'est ça. Il y a eu toute une époque où on disait de Bombix qu'il mettait un peu de temps à sortir les jeux. Pour le coup, Codex, entre la signature et la sortie, c'est passé moins d'1 an et demi, je crois. Ce qui est, dans le monde de l'édition, plutôt court. Et il y a eu d'autres jeux, notamment Dunaya qui a mis un peu plus de temps, Rush Out aussi, pour notamment toute la période Covid, il y a eu des décalages, etc. Moi j'ai le sentiment que Codex il a vraiment bien marché, enfin c'était quand même un... Il continue. Et il a été loué parce que c'était un jeu entre familial et initié, c'est vrai, c'est tout à fait ça. Et alors plus une édition qui était vraiment magnifique. Toi quand tu vois parce que l'édition, ça c'est le travail de l'éditeur. Comment tu le ressens quand tu vois les premières boîtes? Enfin, ça fait que c'est un truc. Oui, c'est un truc particulier. Tu pouvais imaginer au début quand tu leur présentais le prototype qu'on arrivait à un produit pareil? Aussi beau, aussi bien travaillé, bien sûr que non. Et en plus, Bombix, quand j'ai commencé vraiment à faire des jeux avec le Graal, donc en 2014, si je dis pas de bêtises. Pour moi, ça fait partie des 2-3 maisons d'édition où je me dis, mon rêve, si jamais un jour j'ai un jeu édité, ça serait que ça soit chez Bombix. Il y en avait 2-3 comme ça, Libellude aussi. Et j'ai eu plusieurs jeux édités chez Bombix, et le premier effectivement qui sort chez Bombix, donc oui, je suis comme un fou évidemment. Surtout aussi joli, avec les illustrations Maxime Morin qui sont magnifiques, avec les dorures sur les cartes, ce qu'on ne voyait pas trop à l'époque. Oui. Donc, et je pense qu'il y a aussi marqué en fait les joueurs et les joueuses parce que ça donne une identité visuelle qui est forte en fait. Et qui, tu vois, on s'en souvient, on se souvient très bien parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent, parfois on oublie. Ce jeu-là, il reste marquant aussi dans son... Le travail d'édition, il est pour beaucoup. Après, le jeu peut être bon ou pas bon. S'il avait une autre édition, il aurait pu passer complètement à côté du marché sans problème. Et je crois que tu disais que pour Codex Naturalis, c'était, t'avais repris
un bout d'une mécanique d'un autre prototype. C'est vrai. Et que tu avais redéveloppé, enfin sur lequel tu n'avançais pas et tu avais redéveloppé pour arriver à ce... Tout à fait. C'était l'idée d'avoir les cartes qui se superposent. Ouais, j'avais fait un petit jeu, c'est un petit jeu d'affrontement, 2 joueurs si je dis pas de bêtises, et est-ce que c'était 2 joueurs, je ne sais plus. Chaque joueur avait des personnages devant lui, et les personnages, donc avec une carte, les personnages on pouvait les équiper pour les améliorer, pour être plus forts dans le combat, etc. En leur mettant une épée et un bouclier, mais on le faisait en mettant des cartes, donc une carte épée, une carte bouclier, en mettant sur la carte du personnage qui avait physiquement une main à gauche, une main à droite, et donc on pouvait lui mettre la carte physiquement, et ça cachait ou ça révélait des choses. Tout ça au service de ce jeu d'affrontement, et au final, quand je faisais jouer, les gens aimaient bien, mais pas plus que ça. Okay. Ça fonctionnait, mais voilà. Et donc j'ai essayé plusieurs fois, et je l'ai mis un peu de côté, et je me suis dit, bah oui, effectivement, peut-être réutiliser cette mécanique-là, que les gens ont l'air de bien apprécier, que moi aussi j'apprécie bien, pour en faire autre chose. Donc sans la partie affrontement, effectivement, et voilà. C'est comme ça que tu as développé... Ouais. Tu disais que c'était que dans les éditeurs qui t'intéressaient beaucoup, il y avait donc Bombix, tu citais, et donc tu as fait Codex, tu as fait aussi Knarr avec eux. Ouais. Et j'ai remarqué aussi ça que ça se ressent que tu aimes trop travailler avec les éditeurs avec qui tu as travaillé, parce que tu as fait donc ces jeux avec Bombix, tu as fait plusieurs jeux avec Blam, on va forcément en parler parce que je pense que c'est un énorme morceau de ta vie d'auteur. Tout à fait. Donc tu aimes bien garder des contacts, quand ça s'est bien passé, tu n'as pas envie d'essayer tous les éditeurs du monde, tu préfères privilégier des contacts et des relations qui sont déjà bien établies? Alors, essayer d'autres éditeurs, j'ai aucun problème avec ça, avec plaisir. C'est juste qu'effectivement, quand ça se passe très bien avec une personne, j'ai envie de continuer à travailler avec la personne parce qu'on s'entend bien. Dans le cas de Bombix et de Blam, les deux, on s'entend très bien humainement. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, j'aime beaucoup leur façon de travailler, les qualités éditoriales, etc. Donc, tant que je peux travailler avec eux, je continue. Et après, oui, essayer d'autres éditeurs. Mais pour moi, le plus important, c'est que ça se passe bien. Ouais. Que humainement, le feeling soit là. Presque plus que ce qu'ils vont faire derrière. D'accord. C'est-à-dire que même toute qualité, ou même des éditeurs qui pourraient en vendre beaucoup plus, par exemple, mais si le feeling avec les personnes ne passe pas, j'ai pas envie spécialement de signer avec eux. Je préfère signer avec un plus petit éditeur, avec qui je sais que ça va être agréable, on va passer des bons moments. Parce que quand on signe un jeu, on signe pour plusieurs années à travailler régulièrement ensemble. Si le feeling avec la personne n'est pas là, ça va être compliqué, quoi. On parlait de Blam tout à l'heure, donc on disait que Dunaya c'était ton première création. Ouais, premier jeu signé, et qui t'avait qui est sorti chez eux. Et puis forcément il y a eu avec Blam toute l'aventure Cartaventura. Ouais. Donc ça, j'imagine que ça a été très très marquant parce que c'est une histoire assez, c'est quand même toute une gamme. Ouais. Et un jeu assez atypique aussi. Un jeu assez atypique qui a aussi été clivant, clairement. Donc moi j'ai compris que c'était toi qui avais envie de faire un jeu narratif avec des fins potentiellement différentes possibles, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Ouais, parce que tu t'aimais déjà les jeux narratifs toi en tant que joueur ou oui, si. Alors les jeux, pas spécialement plus que ça, mais la narration, donc des livres. Quand j'étais jeune, des livres dont vous êtes le héros, j'en ai fait plein, etc. Donc ce genre d'œuvre, oui. Et je pense, alors c'était pas conscientisé à l'époque, mais à force d'y réfléchir, je pense qu'il y a aussi la sortie de Time Stories qui m'a marqué, notamment parce que j'ai été un peu frustré. En fait, j'ai pas joué tout de suite quand il est sorti. En tout cas, j'en ai entendu parler en festival, etc. Et j'ai mis un peu 2015, de temps. 2015, je crois, Time Stories. Et je sais notamment qu'il y avait Arnaud Ladanius, donc un scénariste de Cartaventura, un ami du Graal aussi, qui très vite s'est renseigné sur le projet, qui nous en a parlé. Et du coup, j'avais beaucoup d'attentes sur le jeu et j'étais un peu frustré de plusieurs points. Et je pense que c'est ça qui a dû me donner envie de faire les choses différentes, je suppose. Mais c'était pas conscientisé à l'époque. Ouais. Et après, oui, c'était ça l'idée, c'était de faire un jeu narratif qu'on pouvait rejouer pour avoir plusieurs fins, mais du coup, pas rejouer forcément en relisant toujours la même chose et en faisant juste des choix un tout petit peu différents. Essayer de renouveler un peu l'expérience. Donc à voir, quand on recommence, il s'est passé quelque chose de différent. Il y a une carte qui a été retournée, maintenant on va plus lire le même texte. Essayer de donner envie de rejouer, de voir d'autres choses dans le jeu, quoi. Donc apporter quand même quelques nouvelles possibilités dans l'histoire qu'on vit, même si on la connaît déjà et qu'on
qu'on ait quand même du plaisir à explorer de façon différente des endroits où on sera déjà passé par exemple dans la première session. Oui. Et donc il y avait ça. C'est vrai que ça ressemble. Effectivement, maintenant que tu dis, il y a le côté run de Time Stories. Ouais. En fait, parce que dans Time Stories, c'est effectivement ce qu'on fait. Et parfois, effectivement, on sait qu'on doit arriver à tel endroit avec tel objet. ou qu'on va le faire dans un autre ordre et ça va nous ouvrir des nouvelles portes. Et là, c'est peut-être que je comprends parce que pour le dire, dans Carte Aventura, il y a des cartes effectivement qu'on va retourner. Ouais. Dans certains cas, et quand on rejouera la prochaine partie, on jouera avec le verso de la carte, ce qui forcément va apporter des nouvelles possibilités. Oui, et il y avait deux autres points qui étaient importants pour moi. Le premier, c'était qu'il y ait le moins de mécanique possible pour que l'expérience soit vraiment la plus fluide possible, et c'était un point qui m'avait assez frustré dans Time Stories. C'est qu'il y avait des narrations qui étaient chouettes, je pense, enfin je les ai pas tous faits mais j'en ai fait plusieurs. Le tout premier que j'ai fait, c'était Asylum de Peggy Chasney, et la narration était chouette, mais il y avait des moments où on sortait un peu de la narration parce qu'on était dans un combat avec une mécanique un peu lourde, ou dans l'optimisation pour trouver le bon timing, etc. Et du coup, c'était frustrant d'être dans une narration et de sortir et de redevenir un joueur avant de redevenir à nouveau un personnage, et j'avais pas envie de ça. Et je préférais effacer le plus possible la mécanique, et pour qu'il n'y ait plus que la narration et qu'on reste impliqué dans le personnage, dans l'histoire, etc. Mais d'ailleurs, je sais pas si tu as fait les Time Stories d'après, en fait, des boîtes bleues. J'ai fait le premier. Et j'ai été un petit peu frustré à nouveau, mais moins. mais il y avait des trucs chouettes. Oui, ils ont essayé un peu aussi d'enlever, parce qu'effectivement les combats n'étaient pas si. Mais je pense que c'est très dur, parce qu'effectivement les combats c'est toujours résolu de façon mécanique dans les. Enfin, c'est souvent comme ça de façon mécanique, et ça peut devenir très très long. Oui. Et ça, c'est un sujet parce que effectivement, en réalité, au bout d'un moment, tu décroches en fait de l'histoire. Ouais, je suis assez d'accord sur ça. Moi, je me plains. Moi, j'aime beaucoup les jeux narratifs, et je me plains énormément du fait que quand les mécaniques sont trop lourdes à gérer, on finit par tricher. En fait. Oui, voilà, forcément. Moi, je confesse faire très régulièrement. À Time Stories, au bout du 3e run, c'est fini. Je ne fais plus les runs. C'est pas très bien, mais. Non, mais je comprends. Et le dernier point sur Carte Aventura qui était important pour moi, et en fait, au tout début du projet, ça ne l'était pas, mais je m'en suis rendu compte très vite. C'est les choix. Je me souviens que dans Time Stories, par exemple, pour citer encore, alors c'est pas le seul, mais c'est juste qu'on parlait de lui. C'est un jeu assez influent de toute façon. Clairement, bien sûr, sur ce genre de jeu, ça a marqué. Il y avait des choix qui étaient un peu presque au hasard, des moments. Est-ce qu'on va voir tel ou tel personnage ? La première fois, alors peut-être qu'il y avait des infos, qu'il y avait des illustrations, et on n'a pas fait gaffe. Mais je me souviens qu'il y a eu plein de fois où c'était un peu au hasard, et après tu le sais, et tu refais les choses différemment. Et du coup, au début de Carte Aventura, sur le tout premier prototype, j'avais des choix un peu anecdotiques comme ça. Est-ce que je vais dans la forêt ou est-ce que je vais dans la montagne ? On n'en sait rien. Faut le faire une fois, ce choix, pour ensuite comprendre les implications. Et du coup, ça, on a essayé de le faire le moins possible et d'avoir le plus possible des choix plutôt moraux. Et du coup, des choix où il n'y a pas une bonne et une mauvaise raison, pas une bonne ou une mauvaise solution. C'est juste à toi de faire ton choix en tant que joueur, en tant que personnage. Est-ce que tu aides le gouverneur pour être dans ces petits papiers, ou est-ce que tu prends plutôt le côté des populations opprimées ? Ça raconte pas la même chose, et ça va être des choix plus impliquants, et on va être plus plongé dans l'histoire, quoi. Et de fait, si tu parles de choix amoraux, c'est pas toujours des choses qui sont. Enfin, souvent les choix, ils sont dans les jeux de société, c'est souvent de l'optimisation. Ce qui conduit souvent d'ailleurs à faire du coup des choix qui sont pas très. Pas forcément qu'on qualifierait de très éthiques. Et ça, c'est intéressant que tu l'avais en l'idée, parce que. Après, c'est une des spécificités aussi de la gamme, puisqu'on l'a dit, la Carte Aventura, il y en a 2 qui sont sortis au tout début, puis il y a eu après plein d'autres dérivés, avec des scénaristes, parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut dire pour ce type de jeu. Tout à fait. C'est quelque chose aussi qui a été qui est porté aussi par les thématiques, les univers qui ont été choisis en fait. Et ça, c'est toi à chaque fois tu as eu ton mot à dire, ou c'est avec Blam ? C'est un travail ensemble avec Blam. Pour le coup, au tout début, moi, mon prototype, il y avait pas c'était pas un scénario historique, c'était vraiment une invention, un scénario de ma part, voilà. Et très vite, Simon de Blam a eu cette idée d'aller sur quelque chose d'historique, et j'ai été emballé par l'idée tout de suite, parce que ça permet de s'inspirer de ce qui existe déjà, ce que les gens connaissent déjà, il n'y a pas besoin de tout réexpliquer le monde, etc. Les gens connaissent telle ou telle époque, tel ou tel personnage, donc ça permet des choses, et en plus de jouer avec l'histoire,
Donc avoir des thématiques plus impliquantes. Et donc, donc tu disais sur le tout premier, c'était. Donc toi, tu avais fait ton scénario, tu avais fait les idées mécaniques. Ensuite, quand tu discutes avec Blam, qui te disent qu'ils vont faire le jeu, parce que je comprends que eux, ils cherchaient aussi quelque chose qui correspond. En fait, ça correspond aussi à leurs attentes à un moment d'avoir un jeu un peu narratif comme ça. Avec. Ils te proposent tout de suite d'avoir quelqu'un en tant que scénariste avec toi ou. Comment ça se passe ? Je pense que, si je dis pas de bêtises, c'est moi qui leur ai proposé de faire rentrer un scénariste dans la boucle parce que je me sentais pas, je suis pas scénariste, je me sentais pas les épaules pour écrire un scénario, écrire un texte, etc. Surtout qu'ils voulaient tout de suite en sortir au moins 2 ou 3. Okay. En tout cas, qu'on travaille là-dessus. Et donc, je voyais bien le temps que j'avais passé à faire mon petit scénario un peu bidon de mon côté. Faire quelque chose de plus sourcé, plus travaillé, documenté, historique. En plus, si c'était historique, ça voulait dire aussi être crédibilité. Donc, tout à fait. Alors ça, Simon m'avait tout de suite rassuré sur le fait qu'il allait faire rentrer des historiens, des conseillers pour vérifier. Des consultants, en fait, pour avérer, pour en tout cas sécuriser, que ce soit pas une vision fantasmée de l'histoire, parce que ça arrive aussi souvent dans les jeux de société. C'est pas toujours c'est pas forcément leur vocation. Mais là, à partir du moment où on vit dans le monde, vraiment, et qu'il y a des plus avec des choix moraux, il faut mieux que ce soit quand même. Il faut pas dire de n'importe quoi. Et en plus, des conseillers, des personnes qui s'y connaissent peuvent apporter des éléments, des petites anecdotes qui vont faire tout le sel de la narration. Donc non, c'est si je dis pas de bêtises, c'est moi qui ai proposé de faire rentrer un scénariste tout de suite. Et j'ai proposé tout de suite Arnaud Ladanius parce que je le connais, parce qu'il fait partie du Graal aussi. Il a pas fait un scénario d'Unlock ? Alors, si, clairement, il a fait des scénarios d'Unlock, il en a même fait plein. Je pense qu'on peut même dire que c'est le scénariste principal parce qu'il a pratiquement un scénario dans chaque boîte. Par contre... C'est pas toujours son nom ? Il n'y a qu'un seul qui a signé son nom. À chaque fois, il prend des pseudonymes différents. Ah, mais tu sais que je m'en doute. Petit jeu. J'en suis persuadée qu'il y avait des trucs comme ça de personnes qu'on a déjà... Enfin, on sait très bien qui c'est, mais en fait, on ne sait pas que c'est leur... ça fait un petit jeu. Vous pouvez regarder les noms des scénaristes. Souvent, il y a des noms un petit peu bizarres qui collent avec l'ambiance du scénario. Ouais, voilà. Bon. Comme ça, je vais reprendre toutes mes boîtes d'Unlock et je vais faire un jeu dans le jeu. Et comment vous choisissez les 2 premières boîtes, en fait ? Donc, il y en a une qui s'appelle... Lassa, pardon. Donc, qui raconte l'histoire absolument hallucinante d'Alexandra Davinel. Ouais, qui est quand même une histoire de dingo. Oui. Voilà, moi que je connais parce que ma fille a le Looney, je ne sais pas, et donc elle fait partie des femmes célèbres qui sont dans les histoires du Looney. Donc ma fille a été incollable trop bien. Avant même d'avoir joué au jeu. Et donc à l'autre, c'est Vinland. Donc là, ça se passe plus dans en Islande, chez les Vikings. Voilà. Oui, je sais que tu as un faible pour l'Islande, je crois. Voilà. Oui, c'est ça. Et je pense qu'on a tout de suite choisi aussi le 3e, qui est Oklahoma. Ouais. Et les choix des thématiques des scénarios, très facilement. Donc dans le projet, il y avait donc Simon, il fait partie de Blam, moi et Arnaud, et on a chacun choisi un scénario. D'accord. C'est pas qu'on a choisi et qu'on a imposé aux autres, c'est juste qu'on a proposé une idée. En fait, on a listé plein de personnages, d'époques, etc. Ouais. Et on a chacun apporté quelque chose qui nous ressemblait et qui nous parlait. Donc toi, c'est Vinland. Donc moi, c'est Vinland. Lassa, c'est Simon. Et Oklahoma, c'est plus Arnaud. D'accord. Et à chaque fois, ça effectivement, on n'a pas parlé, mais une volonté aussi très forte de Simon, mais de tout le monde, c'était de ne pas prendre des personnages très connus. Oui. D'éviter les classiques... je sais pas, Christophe Colomb, Napoléon, Mozart, etc. Qui auraient peut-être été plus vendeurs, mais le but c'était pas de faire quelque chose de vendeur, c'était plus de raconter des histoires plus personnelles, plus oubliées, et des fois bien plus palpitantes, clairement. Et je pense aussi que quand tu prends des personnes trop connues, dont on connaît trop la vraie histoire, ça va orienter la façon dont on va vivre le jeu. Sûrement, ouais. Et on peut pas avoir... quand on sait déjà la fin... je pense que c'est un peu comme les... Je vais faire une comparaison un peu bizarre, mais je sais pas si tu as vu les séries Star Wars. Et en fait, celle qui autour de Obi-Wan Kenobi et Leia, celle-là, ça ne peut pas marcher puisque... Je les ai arrêtées très vite, celle-ci. Déjà, alors, je le dis, c'est horrible, mais la petite gamine, j'avais envie de la claquer au bout de 5 minutes. Et en plus, tu ne peux pas avoir d'intérêt... Il n'y a pas d'enjeu puisqu'on sait déjà ce qui leur arrive. Alors que le fait de développer par exemple le personnage dans Andor, comme c'est pas quelqu'un qu'on avait vu avant, ou même Boba Fett, c'était. On peut s'y intéresser parce qu'on a un territoire vierge. En fait, c'est encore possible de se projeter dans une aventure. Ouais, alors ça, je comprends ce que tu veux dire. Malgré tout, pour moi, même si on connaît la fin,
Il y a des choses sur le chemin qui peuvent être racontées, qui peuvent être vraiment intéressantes. Et ça permet aussi aux joueurs de prendre un ou plusieurs chemins alternatifs pour arriver à la même fin. Et l'intérêt va pas être sur la fin, va être sur le chemin vraiment. Sur le chemin, je pense notamment à un des scénarios qui est sorti il y a un an, qui s'appelle Cosmologia, qui est sur le procès de Galilée. Oui. On sait ce qui s'est passé, sauf qu'en vrai, la plupart des gens se trompent, parce que tout le monde pense qu'il s'est passé un truc. La fameuse phrase de « et pourtant elle tourne sur le bûcher », ça ne s'est pas du tout passé comme ça, c'est une invention collective. Mais tout le monde sait à peu près ce qui s'est passé, et malgré tout, le scénario est intéressant à jouer pour une autre raison. Et malgré cette fin qu'on connaît, il y a d'autres choses sur le chemin qui sont intéressantes. Pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. C'est Pierre Buty qui a fait parce que je l'avais interviewé et il en avait parlé en fait. C'était juste avant que le jeu, enfin ce carte aventura la sorte. Après, donc sur les autres, après tu revois les scénarios qui sont sortis ou tu valides juste que c'est conforme ou tu retravailles après au fur et à mesure. Alors ça. Toi t'es surtout pour la mécanique, c'est toi. Mais après, moi, forcément, on le disait, il y a des scénaristes différents. Oui. Est-ce que tu revois tous les scénarios ? Est-ce que tu refais des choses ? Ou est-ce que tu te concentres plutôt vraiment sur le fait que ça marche mécaniquement ? Alors ça dépend des scénarios, ça dépend des scénaristes surtout. Notamment Pierre Buty, on en parlait. Vu qu'il est aussi auteur de jeu, il a l'habitude et il aime bien faire ce travail d'assemblage des cartes, la gestion des numéros, faire en sorte que le plan fonctionne bien, trouver la petite mécanique originale. Parce que dans chaque, pour ceux qui ne connaissent pas, dans chaque scénario, enfin dans chaque boîte, il y a une petite mécanique différente et originale, propre au scénario. Et donc là, Pierre Buty, les scénarios qu'il a fait, j'étais plus là en tant que, on va dire, conseiller, relecteur, testeur, etc. Donc c'est plus lui qui a fait les scénarios, même si on a discuté ensemble, on a fait des choix ensemble, mais il était plus autonome. D'autres scénarios, enfin la plupart des autres, non, Hollywood était un peu comme ça aussi. Tous les autres, on a vraiment travaillé main dans la main avec les scénaristes. Donc à choisir le scénario, à travailler le scénario ensemble. Donc la plupart c'est pas moi qui rédige les textes, même si ça arrive qu'il y ait 2-3 phrases par-ci par-là, mais c'est toujours le scénariste qui rédige. Par contre, c'est moi qui fais l'organisation des cartes, la petite mécanique originale, etc. Mais on travaille le scénario ensemble. Et du coup, on apporte des idées, on se renseigne avec le ou la scénariste. On fait des choix, qu'est-ce qu'on veut raconter, pourquoi on veut raconter ça, qu'est-ce que cette histoire peut nous donner comme idée de mécanique, qu'est-ce que telle ou telle mécanique peut nous donner comme idée d'histoire alternative, de petite aventure annexe, etc. C'est vraiment main dans la main à chaque fois. Et Carte Aventura, quand les 2 premiers sortent, il y a une nomination aussi à l'As d'Or, donc je crois que c'est 2022. Oui. Je crois que j'ai été revérifié. J'espère que j'ai pas. Là, c'est fou. Surtout pour ce genre de jeu qui est très clivant. Et moi, je continue à trouver ça vraiment chouette qu'il soit clivant. Non pas que ça me fasse plaisir que des joueurs n'aiment pas, mais ça veut dire qu'on a réussi à faire quelque chose de pas consensuel. Et donc, on a fait des choix. Oui, parce qu'on a entendu un peu des trucs comme c'est pas vraiment un jeu, un peu comme on l'a entendu sur The Mind. Et ça, je suis totalement en accord avec le fait qu'on ait fait des choix et qu'on a gardé ces choix-là, et je trouve ça chouette. Et donc, le voir nommé aux As d'Or sur un jeu aussi clivant, je trouve ça fou. Clairement, ouais. Ouais, vous y attendiez ou pas du tout? Pas du tout. C'est quand l'annonce elle tombe, c'est vraiment. Alors, pas du tout, mais je crois que c'est 24 heures avant. Mais je m'en étais même à peine rendu compte. 24 heures avant, j'ai eu juste, je crois que c'est sur Facebook, 2 demandes d'amis de personnes membres du jury. D'accord. Bon, mais alors je m'en étais même pas rendu compte. Je crois que c'est ça, mais pour moi non, pas du tout, évidemment que non. Après, vous l'avez pas eu. Vous n'avez pas gagné l'As d'Or. Non, mais c'est bien. Vous le vivez. Il y a quand même beaucoup de la déception ou non, vous veniez comme des outsiders c'est ça. Vous n'aviez rien à perdre. Moi, comme Arnaud, et je crois Simon aussi, on pensait pas du tout être nommé et on ne pensait pas du tout gagner du tout. Et du coup, on a juste profité du moment. Et si on avait gagné, les gens auraient encore plus descendu le jeu. Ouais. Alors que là, vu qu'on a perdu, les gens étaient plus tristes pour nous, alors que nous, ça allait. Ouais. Donc au contraire, c'était bien d'être à cette place-là. Le jeu était mis en avant, les gens étaient sympathiques avec nous, parce que personne n'a descendu le jeu, parce qu'il n'a pas gagné. Donc non, tout va bien, c'était bien. On disait, il y a eu quand même
une petite dizaine de titres en tout de Carte Aventura. Si je dis pas de bêtises, là on en est au 16e. 16e ? Ouais. Parce qu'il y en a aussi. Ah oui, parce qu'il y a des petites gammes. Il y a des plus petits, puis il y a ceux pour enfants aussi, qui sont plus juniors. Famille, ouais. Famille, oui. Ouais. Un peu plus, oui. Jouable dès 6 ans. Voilà, c'est ça, jouable dès 6 ans. C'est pas aussi évident que ça d'avoir des gammes qui fonctionnent dans le temps. En fait, quand on regarde bien, d'installer une gamme de jeux, c'est aujourd'hui, c'est quand même pas du tout évident. C'est quand même une belle réussite. Enfin, qu'on continue parce qu'on est encore en cours de travail. Il y en a un qui sort normalement en fin d'année là, sur lequel on est en train de travailler. Donc oui, qu'on continue 5 ans après, c'est complètement fou. Donc le jeu a été beaucoup plus loin que ce qu'on pensait à la base, clairement. Oui. Ouais, parce qu'en fait, quand vous créez les 3 premiers, vous savez. Ça sera peut-être les 3 seuls. Et puis on connaît un petit peu le milieu de l'édition. On sait très bien que si un jeu se vend à 5000, 10 000 exemplaires, c'est déjà une petite réussite, c'est déjà très bien. Donc que le jeu était autant mis en avant et qu'on en ait vendu quand même un peu plus que ça, c'est complètement fou. Et j'imagine que c'est ça qui t'a permis de passer auteur à plein temps. Ça et Codex, ça a grandement joué, clairement, ouais. Ouais, parce que de fait, c'est des droits d'auteur qui tombent régulièrement. Ouais. Puis vous savez que quand vous en lancez un nouveau, il y a quand même des achats. Enfin, oui, après. Sur Carte Aventura, le temps de travail est quand même long. Oui, et lourd. Le développement est pas forcément. C'est ça, c'est pas comme un jeu mécanique qu'on peut ressortir avec des variations. Tous les jeux narratifs en termes je pense que si on fait le rapport temps passé et revenu, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rentable. Et même avec l'habitude, on va pas plus vite. On évite peut-être des pièges dans lesquels on est tombé au début, mais là, chaque scénario, en moyenne, moi j'y passe 3 mois à temps complet, le scénariste il passe 3 mois à temps complet, l'illustrateur il passe 3 mois à temps complet, et l'éditeur peut-être un peu moins que ça, mais pas loin que ça aussi. Donc il faut que il se vende un petit peu pour que le temps passé soit rentable, clairement. Le prochain qui va sortir, c'est Mexica ? Mexica, il vient de sortir. Il vient de sortir, c'est ça ? Alors, parce que je suis en train de regarder sur BGG en même temps. Je pense qu'il a pas été annoncé encore. Il est crédité 2025, Mexica. Ouais, il est sorti en fin novembre, si je dis pas de bêtises. Fin novembre, et donc le prochain, tu peux dire sur quoi ce sera ? Oui, je sais pas encore le nom. Comment il pourrait s'appeler ? Peut-être qu'il s'appellera Carte Aventura Edo. Je ne sais pas. Ça sera au Japon. On a enfin un scénario au Japon. On a longtemps voulu avoir un scénario au Japon. On a eu plusieurs propositions. Et à chaque fois, les propositions étaient très intéressantes, mais étaient plutôt sur des trucs un peu guerriers. Notamment sur les 3 grands réunificateurs du Japon, qui sont des histoires vraiment intéressantes, mais à chaque fois très guerriers, très sanguinaires, et on n'a pas envie, pour nous ça collait pas dans la gamme. D'accord. On n'a pas envie d'incarner des gens ou des personnages au milieu de cette histoire-là. Et donc là, on va incarner un disciple d'un poète qui s'appelle Bancho. Je ne sais pas comment on le prononce du tout. Basho, je pense qu'on prononce Basho. Basho, c'est un poète du, j'ai envie de dire, 17e siècle, j'ai un doute, qui est, on va dire, un des poètes qui a démocratisé les haïkus. D'accord. Je ne sais pas si c'est lui qui a inventé, mais donc on va jouer avec les haïkus. Et donc faire un petit voyage, ça va être très zen comme scénario. On est en cours de travail là-dessus. Et donc la sortie, ce sera 2026 Si tout va bien, oui. Si le scénario n'est pas prêt, ça sera plus tard. Qui est le scénariste pour celui-là ? Alors, il s'appelle Mathieu, et c'est là où j'aurais dû réviser. Est-ce que je dis une bêtise si je dis Gonzalez ? Je crois que c'est Mathieu Gonzalez. Donc on a parlé aussi de... Alors, c'est quand même une grosse... Enfin, moi, je trouve que c'est une aventure qui est assez incroyable, Carte Aventure. Enfin, c'est vraiment... Moi aussi. Vraiment, le fait d'avoir une gamme qui s'installe, c'est pas si évident que ça, je trouve. Surtout aujourd'hui, où il y a énormément de sorties, et où parfois on est obligé d'abandonner des projets parce que pas suffisamment rentable et tout. On parlait de Knarr tout à l'heure, que tu avais fait chez Bombix. Tu as aussi sorti Moonshine, chez Blam, là encore. Donc ça, c'était l'année dernière. Et aussi, un des jeux que tu as fait, et on va reboucler un peu avec le début, c'est le jeu du Graal. Mais oui. Parce qu'il faut le dire que le festival, donc Rennes en jeu, chaque année propose un jeu fait par un auteur du collectif. Et qui est vendu, et forcément les recettes servent à financer le festival. Oui, ça c'est un projet qu'on a mis en place il y a 4 ans. Et l'idée c'est qu'il y ait un jeu créé par un des auteurs du Graal, développé ensuite par tout le monde au Graal, et qui sera fait en exclusivité pour le festival, vendu en exclusivité, et fait 100% bénévolement.
C'est-à-dire que l'auteur, l'illustrateur, le graphiste ne se rémunèrent pas et même achètent leur boîte. Ok, il n'y a même pas d'exemplaire d'auteur. Mais au tout début, on en a parlé et pour nous, ça n'avait pas de sens. Ouais, ben non. Le but, c'est d'aider le festival, comme on peut le faire. Et donc là, tous les bénéfices vont pour soutenir le festival. Ok, donc toi, tu avais fait la quête du Graal. C'est ça. Le titre était bien trouvé. C'était le premier, donc ça marchait bien. Et après, on a fait d'autres choix, mais oui. C'est ça, la quête du Graal qui est sortie il y a 4 ans. 2023, ouais. 2023 Ouais, c'est 2006, c'est ça. Ce qui est marqué sur BG. C'est la 4e édition cette année. Ouais. Donc, et c'était amusant. Enfin, comment tu en abordes. Enfin, là, c'est complètement différent parce que c'est pas du tout le même. C'est presque un jeu de commande au final. Ouais, j'allais dire là. Ouais. Est-ce que tu as fait un jeu qui te plaît quand même ? Oui. Et c'est ce qu'on disait, j'aime bien travailler à la contrainte. Et là, donc, on fait un petit concours au sein du collectif. Les contraintes déjà matérielles sont très fortes, puisque à l'époque, pour la quête du Graal, c'était 32 cartes. Maintenant, on est passé un tout petit peu plus. Mais voilà, c'est très très peu de cartes. Une petite boîte et rien de plus dedans. Alors, au tout début, on a pu imaginer est-ce qu'on met des dés, est-ce qu'on met des crayons, j'en sais rien. Et très vite, on s'est dit non, juste des cartes, c'est très bien. Si on utilise des dés, il faut que les joueurs aient des dés. Mais pour l'instant, donc, c'est que des cartes. Donc la contrainte matérielle est très forte et lors de ce petit concours pour faire la sélection, faire nos propositions, on se rajoute des petites contraintes optionnelles, mais on se met on va appeler ça des ingrédients. Okay. C'est-à-dire que tous ensemble on discute, cette année l'ingrédient ça va être telle thématique ou telle mécanique ou tel mot et faites-en ce que vous voulez. Donc il y a eu par exemple une année, je sais plus, il y a eu le mot épiphanie, il y a eu le mot recto verso, le mot ou des thématiques. Et donc ça, c'est des choses optionnelles, c'est-à-dire que les auteurs à qui ça ne parle pas ignorent ces contraintes et il n'y a aucun problème. Mais moi, perso, j'aime bien travailler à la contrainte, comme on disait. Ouais. Et du coup, ça m'incite, ça me motive à trouver des trucs par rapport à ça. D'accord. Et à créer en fonction. Et sans ça, la page blanche est beaucoup trop grande. Et avec ça restreint et du coup c'est beaucoup plus simple je trouve, mais après c'est la façon de travailler, chacun est différent. Et ça tourne chaque année l'auteur du jeu ou... Il se trouve que pour l'instant ça a été le cas. On ne s'interdit pas ce qu'un même auteur re-signe un autre jeu. Et pour toi, c'est aussi important de contribuer. Enfin, on disait, il y a quand même en tout cas, on ressent en tout cas le sentiment de cohésion, que ce soit au sein du Graal, en lien avec le festival ou avec les acteurs et actrices du monde ludique, les cafés-jeux par exemple, etc. On sent qu'il y a beaucoup de cohésion. C'est important pour toi aussi d'avoir ces contributions en fait, comme tu dis, qui sont spontanées, qui sont bénévoles en réalité. Ouais, c'est. Oui, c'est ma façon d'aider le festival là, pour le jeu, clairement. Ouais. Et le fait aussi que vous soyez intégré dans le festival, en fait, c'est ça, parce que tu as une table d'auteurs. Tu présentes quoi ? Tu présentes plutôt tes prototypes ou des jeux existants ? Alors plutôt des prototypes de jeux, signés ou non. En plus, l'avantage de Rennes en jeu, c'est que c'est 1 mois avant Cannes, donc ça permet de tester les dernières versions avant de présenter les jeux aux éditeurs. Donc c'est un peu le rodage. C'est ça, c'est vraiment le rodage des derniers jeux. Donc plutôt des prototypes. Je peux faire jouer aussi des jeux édités, ou bien si jamais il y a des extensions de jeux édités, comme il pourrait y avoir cette année par exemple, ça peut m'arriver aussi. On parlait du Cartaventura qui est peut-être va sortir cette année. Tout à l'heure, tu as d'autres sorties qui sont annoncées pour 2026 ou des... Oui. Alors j'ai pas toutes les infos de tous les jeux, donc il y en a certains qui peuvent être sur 2027, mais il y en a un c'est sûr c'est 2026, sauf Cataclysme. C'est l'extension de Knarr justement, qui arrive, si je dis pas de bêtises, début avril, j'ai pas la date précise, mais qui sera montré un peu en avant-première à Rennes en jeu demain, ce week-end par Bombix. Donc j'ai ça qui arrive, donc un scénario de carte aventure on a dit. Un autre jeu qui arrive chez Bombix, je sais pas quand, plutôt vers la fin de l'année, qui est un petit jeu de collection et déduction sociale. Donc c'est pas un jeu de déduction, mais c'est un jeu de déduction sociale, c'est-à-dire que on va regarder comment les autres jouent et on va essayer d'en déduire quelles informations ils ont. Et voilà. Et après d'autres jeux plus pour l'an prochain, je pense. Un autre jeu chez Bombix encore, un autre jeu chez Blam encore. Ok, ah oui. Donc tu fais pas mentir j'ai la chance qu'il continue à dire oui, donc je continue à tester. Oui, bien sûr.
Et d'autres choses en cours, un jeu chez Studio H, un jeu chez Greux Games aussi. Et tu regrettes jamais d'être passé auteur à plein temps, j'imagine? Non. Tant que je peux continuer, je sais pas si je pourrais continuer longtemps, j'en sais rien. Ouais. Ça te manque pas du tout le développement d'appli? Ou t'en fais encore pour des... Tu développes parfois des jeux pour... Alors des jeux, non, j'en fais plus du tout. Je faisais encore des applis jusque l'an dernier et j'ai arrêté mon dernier client. Sauf un petit client qui est dans le monde du jeu. Puisque c'est moi qui développe l'application de scoring pour Bombix. D'accord. Donc la petite application qui permet de scorer facilement les jeux Salt & Pepper, Pixies, etc. C'est moi qui fais ça pour eux. C'est le dernier projet informatique que j'ai. Mais là, c'est plus parce qu'en fait, il y a une relation parfaite. C'est clairement ça. J'avais décidé d'arrêter et ils m'ont dit « Ah, est-ce que tu voudrais ?» Bah oui, pour vous, oui. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux ajouter ou on a fait un tour d'horizon? Non, c'est pas mal déjà. C'est pas mal, Ok. Bah écoute, merci beaucoup Thomas. Merci à toi. Super cool de discuter ensemble. On remercie les auditeurs et auditrices et puis à bientôt pour une prochaine émission. Salut. Salut. Cette interview, enregistrée en présentiel à Rennes en Jeu le 30 janvier 2026, est produite par Paul Gara et Hammer. Toutes les informations utiles et les titres des jeux abordés dans cette émission figurent dans le billet de cet épisode sur notre site lepointdepaulgara.fr en un seul mot. Ce podcast est totalement indépendant. Son contenu est libre et non sponsorisé. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Blue Sky ou Instagram, sur le compte de Paul Gara, et surtout venez discuter de cette émission et de tout autre sujet sur le serveur Discord du podcast. Merci d'avoir écouté Le Point de Paul Gara et à très bientôt pour une prochaine émission.